Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Jeu 7 et podcast. J'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à avoir apprécié le numéro que nous vous avons proposé il y a une dizaine de jours, enregistré depuis Pékin en Chine, où se trouve actuellement Philippe Dehaze, mon partenaire de podcast. Et puisqu'on aime bien vous faire plaisir, eh bien, on remet ça. Mais Philippe a changé de lieu. Il n'est plus du tout à Pékin. Il est allé à Wuhan entre-temps pour le deuxième WTA 1000 qui se déroulait là-bas en Asie. Et puis maintenant, il est à Osaka, au Japon. Et vous le voyez, il n'est pas venu seul. Il a emmené à notre micro l'un de ses collègues qui officie sur le circuit depuis près de 30 ans, Martin Villard. Je devrais dire Martine pour être dans la bonne consonance. Coach d'origine argentine, mais domicilié en Espagne, qui entraîne actuellement la jeune joueuse française Diane Paris, 53e mondiale. Merci beaucoup, Phil et Martin, de me rejoindre. Ça a mis un peu de temps, hein, pour caler nos agendas cette semaine, mais nous y voilà. Je crois que vous êtes dans un hôtel, magnifique, 5 étoiles, non? Un hôtel, on va dire, original. On est au Japon, alors les chambres sont toutes petites. Et là, on a dû se battre pour trouver une place. Parce que si tu n'es pas dans ta chambre, ben, tu es dehors. Il n'y a pas vraiment d'endroit où se mettre. Alors, on est à la réception de l'hôtel. Donc, il risque d'y avoir un peu de bruit, des gens de passage, mais ça rend le lieu atypique, on va dire. Atypique. Ouais, le Japon, c'est spécial. C'est très spécial. Mais moi, je croyais que j'allais dire que la Chine me manquait, mais ça me manque un peu. Alors, Philippe, est-ce que je peux te demander, de présenter un petit peu, Martine, qui est notre invitée, Martine Villard, entraîneur, renommée sur le circuit WTA. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, nous expliquer le lien, qui te lie, à lui? Ben, moi, alors, Martine, je le croise depuis très très longtemps sur le circuit, mais la connexion s'est faite avec la Belgique quand Martin s'est occupé de Marina Zanevska pendant une bonne année, à mon avis, Ouais, un peu peu plus plus. même. Ouais. Hein. Donc Marina Zanevska, à un moment donné, quand Julien Offerlin est décédé, Ouais. moi j'avais pris un tout petit peu le relais, le temps de trouver une solution, et puis Martin a commencé à travailler avec Marina Zanevska. Et c'est comme ça que ben on a créé la connexion, si tu veux. Euh, Oui, Marina, après les problèmes qu'elle a eu avec l'entraîneur là-bas, elle voulait un peu changer. Et alors, elle s'est déplacée à Barcelone. Moi, j'habite à Barcelone depuis 40 ans. Alors, elle s'est déplacée, elle est venue vivre à Barcelone pour s'entraîner avec moi. Vraiment une fille exceptionnelle. Oui, et vous l'avez revue depuis, sa retraite, Marina, ou bien vous l'avez revue récemment? Moi, bon, j'ai travaillé avec elle. C'était une période qu'elle n'était pas trop bien. Alors, elle s'est blessée très souvent. On s'entendait très bien, mais il y a eu un moment qu'elle a explosé. Elle m'a quitté. Moi, je ne comprenais pas trop les raisons. Et ça m'a choqué un peu. Mais bon, si c'était pour son mieux, alors moi, vraiment, c'est une fille que j'adorais. Et cette année, on a eu une situation formidable. On s'est trouvé à Roland-Garros. Elle rentre dans le restaurant. Moi, j'étais en train de prendre un café avec l'agent de Diane Paris. Et elle me voit, elle me fait un geste comme ça, si elle pouvait venir m'embrasser comme ça. Et puis, je dis, ouais, viens. Alors, on s'est pris dans les bras comme ça. Elle m'a dit, je sais que je t'ai fait mal. Et est-ce qu'on peut parler? On a parlé. Elle m'a dit des choses impressionnantes. Elle m'a fait sentir vraiment bien. Elle m'a dit que elle n'était pas prête à l'époque, quand elle est venue à Barcelone, que maintenant elle comprend beaucoup de choses, que son mari a très envie de me connaître parce que il continue à parler des choses qu'on parlait à l'époque, mais elle n'était pas prête à comprendre. Et bon, ça c'est merveilleux. Ça, c'est les choses pour lesquelles on entraîne. Surtout à mon âge. Moi, j'ai déjà 60 ans et puis j'ai continué à être ici parce que vraiment, c'est pour ça. C'est pas l'argent, c'est pas. Moi, j'adore le tennis, la compétition, mais c'est ça, c'est les connexions avec les êtres humains. Et
Oui, parce que vous en avez connu, beaucoup, des filles, sur le circuit, que vous avez accompagnées, vous avez coaché. Philippe aussi a eu plusieurs expériences. C'est vrai que ça doit être très particulier de vivre, comme ça, de rentrer dans le quotidien d'une joueuse, finalement pendant plusieurs mois, plusieurs années parfois. Ouais, c'est une vie complètement à côté de la réalité. Et, et c'est des filles de 25 ou 23 ans, dans le cas de la mienne, 21. Et un. Et puis, on a une différence d'âge énorme. Mais, euh, mais bon, c'est un travail, vraiment. Mais en même temps, c'est un jeu. Et il faut essayer de maintenir un peu l'esprit des compétitions, de pouvoir être capable de jouer, d'être pas complètement tendu parce que comme ça on gagne pas. Il faut être un peu fou, non, pour, pour jouer professionnel. Oui, comme tu dis, c'est difficile de garder la bonne, le bon mélange ou le bon mix entre le fait de rester compétitif parce que c'est quand même le niveau est fort et qu'il y a énormément de monde sur la route et que donc l'idée c'est quand même d'essayer de gagner un maximum de matchs pendant la semaine, mais quand même aussi de garder une relation qui soit saine, euh, autour de laquelle il y a quand même aussi, comme Martin l'explique, de l'amusement, du jeu, du plaisir, parce que sinon on va très vite se lasser, très vite ne plus avoir envie de passer du temps ensemble. Donc il faut trouver le bon milieu entre mettre le focus sur la compétition, les objectifs sportifs, et d'un autre côté, on doit travailler aussi, et c'est là où c'est pas toujours facile à quand même garder une atmosphère agréable de travail. Et ça se complique quand les athlètes sont pas toujours à l'écoute, ou en tous les cas perdent un peu le fil ou la motivation. Mais quand on a des longues tournées comme celle-ci, où on passe 4, 5 semaines presque 18 heures par jour avec la même personne, à un moment donné, c'est pas toujours facile de garder la bonne connexion, le bon lien, la bonne relation. Quelle est la recette pour que les choses, se déroulent bien, jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut chacun mettre de l'eau dans son vin? Est-ce que Et chaque personnalité est complètement différente. Alors il y a des filles qui ont besoin de beaucoup d'espace et il faut les respecter. Il y a des filles. Ce que j'essaye de faire, c'est dire bon, je suis toujours ici, derrière toi, et toi, tu m'appelles quand tu veux. Alors aujourd'hui, tu veux manger avec une autre amie à toi et parler des choses des filles des 20 ans. Parfait, moi je mange à côté. Tu veux manger avec moi aujourd'hui parce qu'on veut discuter quelque chose de match passé la semaine prochaine? Je suis là. Mais par exemple, moi, les petits déjeuners, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Il y a des nuits qu'on dort un peu mieux avec les décalages horaires. On a des nuits qu'on s'est réveillé à 4 heures du matin. Alors, les petits déjeuners, tu fais ce que tu veux. Alors, si on se trouve là-bas, on les prend ensemble. Sinon, c'est pas un problème. Parce que sinon, avoir les horaires, les matins, à mon avis, ça dérange un peu. Parce que c'est petit déjeuner, on mange ensemble, les soirs aussi, c'est un peu trop. Alors, maintenant, les filles, surtout avec la solitude du circuit, elles sont toujours avec les téléphones, ah oui? avec la famille, avec ses copains, avec ses copines. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. Être devant quelqu'un qui est en train d'envoyer des messages, en train de parler. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, petit déjeuner, on l'utilise pour connecter avec ta famille, tes amis, quoi que ce soit. Si tu veux, toi, tu restes tout seul et moi, je prends le petit déjeuner dans une autre table. Euh, mais c'est une génération des gens qui est assez différente à la nôtre, non? Oui, et on se rend compte aussi qu'il y a de moins en moins de. Nous, on est un peu enfin, on est des vieux. Ça fait longtemps qu'on fait ce job, mais Surtout moi. oui, des gars de. Oui, t'es un peu. Enfin, moi, j'ai 53, Martin a 60 ans, mais il y a de moins en moins de coachs de notre génération. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça change un tout petit peu. Il y a plus grand monde qui veut faire ce métier, et il y a énormément de joueuses. Peut-être c'est pas un peu moins le cas chez les garçons, mais chez les filles, moi je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui ne voyagent qu'avec leurs parents ou avec leurs copains. Il y a énormément de couples. Après, est-ce qu'ils font un travail
suffisamment cohérent et précis. Moi, je n'en sais rien, mais en tous les cas, la relation coach, entraîneur, entraîné, il reste quoi, 20 ou 30% de couple, je mets couple entre guillemets comme ça, sur le circuit. Ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples. Je trouve que c'est pas trop bien pour la joueuse, parce que si on mélange un peu tout, il y a des moments que il y a trop de tensions. Il y a des moments que, disons qu'on dépasse une certaine barrière qu'on ne devrait pas dépasser, non? Parce que moi, je vois les couples, on s'entraîne avec. Et puis, il y a une qui fait la tête. Et puis, l'autre, il dit, ah bon, je ne pars plus. Je m'assois à la place d'être à côté de toi. Et ça commence. Et une demi-heure après, l'entraînement, c'est n'importe quoi. Ouais. Ben, il y a aussi, oui, alors il y a ça, et il y a l'aspect aussi que c'est quand même un métier. Ben ouais. Et que, je veux dire, le sport, il est terriblement exigeant, techniquement, tactiquement, mentalement, et que je pense que c'est pas un métier qui s'improvise. Il y a quand même des fondamentaux à apprendre, à étudier, à connaître, et qu'on ne s'improvise pas coach comme ça, à mon avis. Et donc, ce qui explique aussi qu'il y a énormément de joueuses qui n'évoluent pas comme elles devraient évoluer, parce qu'elles sont dans une relation qui est confortable avec leurs conjoints, avec leurs parents, etc. Mais s'il n'y a pas une vision de développement, c'est un peu au détriment du... Je fais le parallèle avec les garçons, c'est parce que ça sort souvent dans la presse, et c'est Federer qui l'a d'ailleurs déclaré en parlant de Zverev et de son papa. Tout le monde dit que Zverev, il a un jeu qui ne se développe plus. On en a parlé chez Tsitsipas aussi, etc. Donc, est-ce que là, il n'y a pas aussi, malheureusement, quelque chose qui est au détriment du joueur? Je pose la question. Oui, aussi, à mon avis, c'est un jeu à 100% mental. Et être à côté de ton père, ça aide pas à développer un peu la personnalité du joueur. Et un joueur sans personnalité peut jamais jouer, parce que c'est un jeu qu'il faut prendre des décisions chaque fois que la balle arrive. Alors, il faut prendre des décisions, il faut se tromper dans les décisions aussi, mais il faut accepter, il faut reprendre, parce que c'est chaque point qui compte, non? Alors, moi, je trouve que notre métier, ce qui est difficile de notre métier, c'est qu'on doit toujours pousser à les faire sentir qu'ils sont pas besoin de nous. Et en même temps, si la joueuse est intelligente, elle doit savoir qu'on a toujours quelque chose à dire, quelque chose caché encore à dire. On n'a pas montré toutes les cartes. Mais des fois, pousser, elle ne s'aime pas accepter trop, essayer de dépasser toujours, parce qu'on a peur, on a des limitations toujours, non? On a aussi des travails à faire. Normalement, si ils nous appellent, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Et ça, c'est la bataille qu'on a tous les jours, non? Alors, il y a des filles qui doivent perdre, c'est pas un peu de poids, mais chaque fois on mange avec et ils prennent un tiramisu, c'est pas idéal. Alors non, écoute, il faut pas manger là une pizza et un tiramisu, il faut manger une autre chose. Mais après 5 semaines, tous les jours dire ça, il y a un moment qu'ils sont jusqu'ici de nous. Mais c'est notre métier. Et quand ils sont à côté d'un copain, un entraîneur beaucoup plus jeune, c'est plus facile à tourner les choses. Et il y a beaucoup des entraîneurs qui acceptent un peu, parce que si on pousse un peu trop, on va se faire virer. Alors il y a toute une négociation là permanente de dire, bon, écoute, tu fais ce que je t'ai dit. Il ne faut pas être trop sévère non plus, mais bon, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Et après, s'il y a un copain ou une copine à côté qui a quelque chose à dire, c'est difficile pour nous aussi. Hein? Oui, et souvent les copains, les copines, les parents ont quelque chose à dire. Et souvent, c'est pas que ce soit négatif.
Bien sûr, hein, mais non, c'est une soupe à multiples ingrédients, hein. Pour que le goût soit bon, il faut l'assaisonner il faut l'assaisonner et chaque jour différemment, quoi. Parce que le contexte change, parce que l'humeur change, parce que les hormones aussi ont un rôle très important chez les femmes. Et donc, il y a beaucoup d'émotions. Donc, il y a le contexte et les conditions changent en permanence. Donc, il faut être capable de jongler. Et comment vous expliquez qu'il y a si peu de femmes qui, prennent ce rôle-là dans, une équipe d'un joueur de tennis? Moi, je pense que c'est un métier qui est terriblement contraignant au niveau familial. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient la passion pour le faire et l'envie de le faire, mais quand une femme a 30 ans, 35 ans, 40 ans, je pense qu'elle aspire à d'autres choses que de passer 250 jours par an dans une chambre d'hôtel tout seul. Donc, je pense que c'est ce côté sacrifice de famille qui fait que c'est terriblement compliqué pour une femme de faire le travail. C'est pas une question de compétence. On en a une ou deux de femmes sur le circuit et elles travaillent très très bien. Moi, je pense que ça, c'est l'élément majeur, c'est que c'est pas compatible avec une vie de famille. Oui, parce que vous avez aussi, Martine, une famille, hein, et c'est des choix qui sont compliqués et Oui, notamment repartir ici avec Diane, je lisais un petit peu votre histoire, vous avez pris le relais de Loïc Courteau qui travaillait avec elle, au départ et puis, elle voulait que ce soit, vous qui l'accompagnez à temps plein. Elle voulait pas d'un backup un peu comme Phil a avec, Xavier maintenant et donc ce sont des sacrifices mais que, voilà, que vous aviez envie de faire parce que la passion était là? quand j'ai commencé avec Diane, on allait partager avec son entraîneur à 50%, mais, euh, mais finalement, ça marchait pas trop bien parce que lui, il venait d'avoir un enfant aussi. Lui, il voulait pas continuer à trop voyager. En plus, il se sentait pas trop bien dans les avions. Il a commencé à avoir un peu peur, peut-être. Alors moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un autre entraîneur pour nous aider. Mais vraiment, c'est très difficile parce que c'est une question tellement personnelle, la relation joueur-entraîneur, que Diane, elle ne voulait pas. Alors, elle m'a dit, non, 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 je préfère que les semaines que tu veux te reposer, moi, je voyage toute seule. Et moi, je savais que toute seule, elle allait pas fonctionner de la même façon. Alors, j'ai fait l'effort de faire toute l'année. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, parce qu'en même temps, faire toute l'année, ça, c'est plus difficile aussi pour la relation d'être tellement de jours ensemble. Alors, il y a un moment que la relation commence à se détériorer un peu à cause de se voir tellement de jours, de passer tellement de jours ensemble. Alors, je sais pas. Pour l'instant, ça va, mais je vois que l'idéal peut-être c'est faire 25 semaines, 30 semaines maximum, mais moi j'ai fait toute l'année. Et toute l'année, ça veut dire aussi que quand on est en Europe, je suis à Paris et moi j'habite normalement à Barcelone. Alors je peux partir le week-end chez moi, mais j'ai continué à vivre dans une chambre d'hôtel à Paris. Alors, c'est un bon hôtel, mais même si c'est un bon hôtel, tu es toute seule là tout le temps. C'est compliqué. Et toi, Phil, c'est pour ça que tu as opté Et pour cette, alternance? Oui, oui, tout à fait, c'est pour ça. Et ça me parle ce que dit Martin, parce que moi je l'avais vécu avec Jovan et avec Kasatkina. Elle, une s'entraînait à Barcelone, l'autre s'entraînait en Slovénie. Et donc en fait, quand la compétition se termine, tu rentres pas chez toi et ça c'est vraiment, ça, c'est dur. ça c'est vraiment dur. Et moi, ouais, ouais, moi vraiment, je ne sais pas si je le referai à temps plein. Et ce que Martin vient d'expliquer, le fait de ne pas se lasser. Parce qu'au début, j'étais un peu sceptique. J'ai jamais fait comme je le fais maintenant. J'ai toujours été à 100%. Au début, j'étais un peu sceptique, mais je me rends compte que on règle le problème d'éventuellement se lasser de se voir trop en voyageant moins. Et donc, ça veut dire que l'intensité des séances de travail, l'intensité de la relation, elle garde quand même un pic
plus longtemps parce que tu sais que tu ne vas pas faire systématiquement chaque semaine. Je pense que ça peut marcher avec une fille comme Krét Minen, qui a 25-26 ans, qui est plus dans qui n'est plus dans un stade de formation. Ici, Diane, elle est très très jeune, et je pense que j'aurais eu probablement la même attitude que Martin quand tu as un joueur que tu dois former, que tu dois initier. C'est compliqué de le lâcher au début. Je ne sais pas si tu en penses que c'est vraiment lié avec l'âge. Moi, j'ai une joueuse qui a de la maturité, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire ce qu'elle doit faire à son quotidien, et je lui fais confiance dans son hygiène de vie et dans sa discipline de vie. Donc, c'est aussi plus facile. Donc, de notre côté, avec Xavier maintenant, Xavier Moreau qui est rentré dans la danse, on a trouvé un bon deal comme ça. Ouais, moi, j'ai pris la décision de l'apprendre tout le temps parce que vraiment, il y avait beaucoup de choses à changer. C'était un travail de formation, comme Philippe a dit, et surtout changer des habitudes. Non, moi, en tant qu'Argentin et avec la mentalité espagnole, on est très dur au travail. En France, c'est des gens avec une technique impressionnante, mais ils croient trop à la technique, et nous, on croit beaucoup plus à la bataille physique et mentale. Et alors, c'était un travail de la convaincre de ne pas souffler chaque fois qu'elle ratait une balle à la française, comme ça, et d'essayer de s'accrocher, essayer de penser que c'est une bataille. Soit on accepte les fautes qu'on fait, on accepte que l'autre joue aussi, elle a le droit de gagner aussi, parce que c'est pour ça qu'elle travaille de la même façon que toi, ou bien on est perdu. Alors on ne peut pas toujours gagner parce que techniquement on est supérieur. Ça c'est quand on est très très jeune. Ça peut arriver quand tu es un junior. Mais dans le monde professionnel, il faut s'accrocher, il faut accepter la bagarre. Il y a beaucoup de fois qu'on joue mal, mais on peut aussi essayer de gagner. Et alors, c'est ça qu'on a commencé à faire avec Diane, et on a eu la chance d'avoir des résultats. Et moi, je me souviens, deuxième tour en Australie, elle a très très mal joué, vraiment, mais elle a gagné. Et dans l'interview, elle a dit que c'était la première fois dans sa vie qu'elle se sentait bien d'avoir gagné en jouant un tennis. Elle a dit des merdes. Pour toi, Martin, la grosse différence, parce que c'est intéressant d'expliquer, parce qu'on a beaucoup de fans de tennis qui écoutent, la différence fondamentale, pourquoi les Espagnols sont si forts au tennis? Surtout parce que nous, on est petits, on est moins doués techniquement. Vraiment, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est qu'on joue toujours sur terre battue. Et on joue aussi dans des conditions qui ne sont pas parfaites. Alors, chaque match, si on regarde des tournois des enfants de 12 ans, de 14 ans, c'est une bataille. Et il n'y a personne qui se laisse faire, qui se laisse battre, qui jette la raquette par terre. Parce que ça, c'est très, très, très mal vu. Ça, c'est quelque chose ça n'existe pas. Par contre, moi, en France, je vois des enfants que c'est tous les 3 points, ils lancent la raquette, ils se plantent. En Espagne, ça n'existe pas. Il y en a des exemples aussi, toujours à suivre, comme Nadal, comme Alcaraz, comme David Ferrer. C'est des joueurs. David Ferrer, c'était un joueur il n'y avait rien apparemment, mais il était numéro 3 mondial, parce qu'il avait envie, et il avait bien compris ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a accepté. Alors il s'est mis à travailler, il se mettait à travailler chaque match à 100%. Alors moi je dis toujours qu'il ne faut pas devenir très très fort, mais la chose la plus importante, c'est devenir très difficile à battre. Et dans le tennis, ça c'est quelque chose qui fait peur aux adversaires. De devoir passer chaque fois qu'ils jouent contre toi, de devoir passer 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures sur un terrain. Les gens, ils ne s'acceptent pas ça. Alors, ça, à mon avis, c'est quelque chose de très important. Et alors, si on ajoute la technique française, à mon avis, Diane, c'est une fille qui pourrait être aujourd'hui parmi les 20 premières sans problème. Mais il manque encore cette mentalité des sacrifices, d'accepter que ce n'est pas toujours gagné en train de faire une exhibition de tennis.
Et tu penses que c'est possible, ça s'apprend? Est-ce que tu penses que tu peux faire de quelqu'un qui n'est pas, euh, alors je ne parle pas de Diane ici, hein, mais d'un joueur qui n'est pas un guerrier, en faire un guerrier? Est-ce que tu penses que, parce que tu parlais de culture tout à l'heure, c'est la culture espagnole qui fait la différence. On ne voit pas les enfants qui jettent leurs raquettes, etc. Le combat fait partie du jeu. Nous, on est plus dans la stratégie. Mais est-ce que tu penses que tu peux transformer quelqu'un? Mais si ça, c'est quelque chose qui ne devient pas naturellement, c'est difficile. Mais améliorer l'aspect, c'est sûr. Diane, elle a beaucoup amélioré dans cet aspect-là. Moi, j'ai commencé, elle était 126 et maintenant, elle est 52. Et vraiment, elle a amélioré un tout petit peu son tennis, mais surtout, il a changé l'attitude. Ouais. Et on verra jusqu'où elle a envie, parce que en même temps, il y a beaucoup de choses que moi, j'insiste, elle me fait la gueule, mais moi, j'insiste qu'elle doit sourire un peu plus, elle doit accepter que c'est un jeu. C'est une bataille, mais en même temps, c'est un jeu. Alors, si on ne joue pas, mais on est tendu comme ça, on joue moins bien. Alors, bon, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis peut-être un peu différent comme entraîneur parce que dans le tennis féminin, il y a beaucoup de techniques, les appuis, la termination, les 50 degrés, les bras ici. Moi, je m'en fous. À mon avis, c'est la bataille, c'est la tête toujours. Qu'est-ce que tu conseillerais aux parents qui ont des enfants qui jettent les raquettes en Europe? Aux petits Parisiens ou aux petits Bruxellois qui jettent les raquettes, tu dirais quoi? Moi, avec ma fille, elle jouait pas mal. Mes deux enfants ils sont allés à l'université avec une bourse d'études. Et ma fille aînée, à 15 ans, elle a gagné les championnats de Catalogne, d'accord? Des sous-16. Alors, elle jouait très bien. Elle a perdu 4 jeux dans tout le tournoi. Elle jouait vraiment bien. Et elle a reçu un contrat des Babola. Alors, on lui a donné 4 raquettes, un sac et tout. Et on est allé s'entraîner. Et alors, elle a jeté la raquette. Et moi, je dis, viens, viens ici au filet. Pourquoi tu as jeté la raquette? Elle m'a dit, non, parce qu'on fait 5-7. Et alors, non, parce que j'y arrivais pas, alors j'ai fait comme ça. J'ai dit, non, 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 non. Si tu veux jeter la raquette, il faut la jeter vraiment, mais vraiment. Parce que la jeter comme ça, d'une façon timide, comme ça, c'est rien. Alors, donne-moi la raquette. Si tu veux la jeter, tu la jettes comme ça. Et j'ai cassé la raquette complètement. J'ai dit, et maintenant, tu as 3 raquettes. Alors, pense si tu veux casser une autre ou pas. Mais si tu la jettes, il faut la casser. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Plus jamais elle a jeté la raquette. Plus jamais. Alors, je ne sais pas si je suis un fou, peut-être, mais ça a bien fonctionné avec moi. Oui, Philippe disait dans un podcast précédent que c'était important de pouvoir décharger à certains moments, parce qu'on ne pouvait pas garder tout ça à l'intérieur et ça pouvait nous permettre de mieux jouer. Je me souviens un jour, David Goffin avait jeté sa raquette et Philippe avait dit, moi j'ai bien aimé voir David se révolter comme ça, parce que ça fait du bien. Mais exactement, c'est ça que j'ai dit à ma fille. Si tu jettes la raquette, c'est pour la casser grave. La lancer comme ça, tous les points d'une façon timide, ça sert à rien du tout. Alors, si tu veux vraiment, parce que tu es trop tendu, tu veux crier, tu veux faire un scandale, tu le fais, mais après, tu essayes de jouer. Tu essayes de te libérer. Alors, mais par système, tous les 2 points, jeter la raquette comme ça, au taper la raquette, ça c'est ridicule. Et cette attitude, c'est l'attitude qui te met dans une tension, tu deviens trop tendu comme ça. Et tu acceptes, et alors tu passes 1 heure et demie à parler négatif, c'est ridicule. Alors, si dans un moment donné, tu as besoin de casser la raquette, ou de crier, ou lancer une balle hors du terrain, tu les fais. Tu acceptes les conséquences, mais tu les fais. Mais ça doit être quelque chose qui t'aide à revenir dans un autre état d'esprit. Tu comprends? Oui, oui, mais je partage complètement. Je partage complètement. Et vous parliez tout à l'heure d'être courageux et d'avoir une masse d'heures de travail pour pouvoir espérer
être un bon, joueur, évoluer, il faut vraiment donner, beaucoup de temps. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec la société d'aujourd'hui où on a l'impression que, voilà, que c'est peut-être pas, en lien avec, la société d'aujourd'hui, quoi, d'avoir cette attitude de travailleur? C'est compliqué parce que c'est une société des gens qui a besoin d'avoir les choses tout de suite. Alors l'esprit des travail, des sacrifices, c'est quelque chose que c'est pas facile à trouver maintenant. Maintenant, le jeu de tennis, c'est comme la vie, vraiment. Et, et moi, je trouve que les gens, ils commencent à jouer beaucoup plus au padel. Parce que c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est vrai. C'est comme ça. Les gens, ils veulent toujours apprendre un jeu beaucoup plus rapide. Alors, les choses doivent être faciles. Tout doit être facile maintenant. Alors, vraiment, le tennis, c'est très compliqué. Et c'est comme la vie. Les enfants, ils ont besoin de s'amuser tout de suite. Ils ne travaillent pas dans les relations personnelles. C'est comme ça. Et à mon avis, c'est la différence entre le tennis et le padel, c'est ça. Et les padel, on apprend à jouer tout de suite. Tu as raison. Tu joues 5 fois et tu sais jouer déjà. Oui. C'est- Alors, le tennis, il est en difficulté maintenant. Faut pas parler de padel à Philippe, hein. Mais non, mais je suis pas un grand fan de paddle pour cette raison-là aussi. Mais aussi, il y a une notion de courage. On en parlait, Martin, l'autre jour. Sur cette fin de saison, par exemple, on voit que les joueurs sont fatigués. Beaucoup veulent rentrer, veulent s'échapper, comme si le fait de partir plus tôt à la maison arrangerait les choses. Et c'est cette notion de persévérance, d'abnégation, de courage. Là, Nadal prend sa carrière, prend sa retraite, pardon, et je trouve que de Nadal, on retiendra bien sûr ses trophées, mais plus que ça, c'est l'image d'un gentleman qui a respecté toujours et en permanence tous ses adversaires, qui a jamais abandonné une seule rencontre, qui a jamais cassé une seule rencontre, qui est un athlète qui a tourné des matchs et des matchs et des matchs par l'attitude. Mais je trouve que quand on pense à Nadal, c'est ces notions de courage, de vouloir se battre, à toujours essayer de jouer le plus longtemps possible, etc. Et cette nouvelle génération, avec Martin, c'est un débat qu'on avait l'autre jour, on n'a pas le sentiment qu'on retrouve systématiquement encore et toujours ça. Le fait d'accepter de mettre ses mains dans le cambouis, d'aller au travail, d'avoir dur, d'accepter d'être loin et d'aller chercher ce petit quelque chose en plus, quoi. Je pense que c'est aussi, il y a aussi un changement d'état d'esprit. On parlait d'état d'esprit, mais avec cette nouvelle génération qui peut-être est un peu moins courageuse. Et on mesure aussi un peu trop, on donne trop d'importance à gagner ou à perdre. Alors, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord parce qu'on peut gagner un match contre quelqu'un qui a très mal joué et on peut perdre un match serré contre une très bonne joueuse et ce n'est pas la fin du monde si on perd et ce n'est pas que tu es la meilleure du monde si tu as gagné. Ça dépend de ton adversaire, les conditions. Tu vois, moi, j'ai reçu des appels tout le temps des journalistes, des gens qui est derrière bien, disons. Et, mais comment c'est possible qu'elle a perdu contre celle-là? Elle a un ranking 110. Et les jours d'après, la même fille, elle bat Krejcikova, qui est numéro 7 mondial. Alors, les gens, ils voient seulement qu'il est gagné ou perdre. Et c'est pas comme ça. C'est toujours... pour commencer, il faut être sur place, voir les conditions, parce que vraiment, les balles sont lourdes pour tout le monde. Non, ça dépend de ton jeu. Diane elle a un jeu lifté, elle a un jeu qui est avec des balles qui on peut. Tu sais que ça change beaucoup. Travailler, ouais. Ouais, elle peut pas construire les points de la façon qu'elle est habituée, alors elle joue moins bien. Alors à mon avis, ce que tu as dit des Nadal, l'esprit. Le tennis, c'est un jeu que finalement on joue contre soi-même. On doit essayer d'améliorer et pas de penser si on gagne, on perd ces tournois la semaine prochaine. On a la chance de pouvoir jouer chaque semaine et ça c'est super. C'est pas comme l'athlétisme ou des sports qu'on a des compétitions
tous les 4 ans. Et, et moi, finalement, je crois qu'on joue contre toi-même, non? Parce que il faut améliorer des choses. Il y a des barrières qu'on doit dépasser tout le temps. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on doit essayer d'ajouter dans ton jeu. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait ces sparring. Je ne parlais pas. J'ai tapé des balles. Et je me souviens qu'après, j'ai demandé aux joueurs avec qui j'ai travaillé. Et Martina Navratilova, elle me disait toujours que chaque année, son but, c'était d'ajouter quelque chose dans son jeu pour ne se faire pas dépasser par les autres joueuses. Alors, c'était la façon de se maintenir motivé à pouvoir travailler. Et ça, on a vu avec Federer, que tout à coup, il a commencé à retourner d'une façon impressionnante, il a commencé à rentrer dans le terrain et il continue à améliorer. Nadal aussi, il a changé son service, il a amélioré la volée, son slice. Alors, mais c'est des gens qui adorent le tennis. C'est des gens qui adorent le tennis. Et je ne suis pas sûr si toutes les filles qu'on voit ici dans les tournois, elles adorent le tennis. Moi, je crois qu'il y a beaucoup qui jouent parce qu'ils gagnent un peu d'argent. Mais si on leur demande si elles aiment le tennis, moi, j'adore le tennis. Moi, je suis en fou. Je continue à jouer à 60 ans. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je joue les équipes et après, je ne peux pas marcher pendant 10 jours. Mais j'ai fait encore, je joue parce que j'adore ça. Et bon, je crois que les 50% des filles qui sont ici, elles n'aiment pas, non? Oui, ce serait intéressant de faire un débat. Oui, notion de passion. Ouais, mais moi, on était à Miami une fois et on prenait les petits déjeuners. Il y avait une dame qui vendait des tickets de loto. Les lotos de Miami, c'est énorme. Ils donnent beaucoup d'argent. Alors, on a acheté un billet entre les trois. Et j'ai demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait si on gagne? Et une des filles qui était 27 mondiale, elle m'a dit, on était en face de la plage. Elle m'a dit, je traverse la rue, je jette toutes les raquettes dans la mer et je joue plus jamais. Et moi, j'étais un peu étonné, je me sentais triste parce que moi, le contraire. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit, je mets quelque argent à côté pour aider quelqu'un qui n'a pas les moyens pour pouvoir arriver à jouer à un bon niveau. Et elle, non, elle voulait se débarrasser de raquettes. Vous avez évoqué tout à l'heure, Philippe, tu as évoqué brièvement Rafael Nadal, évidemment avec un coach argentin qui vit en Espagne. J'aimerais avoir l'avis de Martine sur Rafa et cette retraite annoncée qui a bousculé le monde du tennis hier. Et, à mon avis, c'est la meilleure chose à faire. Moi, j'ai regardé le match de Rafa cette année à Roland. Heureusement que c'était contre Zverev. Heureusement parce que Zverev, c'est quelqu'un de très très fort. Alors, perdre contre lui, c'est acceptable. Mais vraiment, je crois que Rafa, il perdait contre n'importe qui était dans les tableaux cette année. Parce qu'il n'était pas prêt, il était pas bien physiquement. Et alors, pour moi, regarder un match de Rafa de cette façon-là, moi, je ne voulais pas. Moi, je suis un fan, à mon avis, c'est quelqu'un absolument exceptionnel. Et moi, je n'avais pas envie de le voir souffrir de cette façon. Mais lui, il ne se rendait pas compte. Il pensait qu'il pouvait revenir à gagner un grand chelem. Et tous les gens qui étaient à côté, moi je suis très copain avec tous les gens qui l'entraînent, les gens qui sont avec lui dans son équipe. On parlait dans les tournois de Rome. Et tout le monde essayait de lui faire comprendre que c'était le temps déjà de dire au revoir. Mais lui, il voulait essayer et il croyait encore. Mais peu à peu, la réalité lui a frappé, lui a dit, écoute, Rafa, c'est mieux que tu arrêtes parce que c'est pas la même chose qu'avant. Tu vas pas revenir chaque fois parce que le temps passe et puis vraiment, il avait un tennis très physique. Alors, il est détruit, il a mal partout. Alors, lui, maintenant, il est très fort, il a pu toujours se récupérer, il a toujours eu envie, mais maintenant, il faut qu'il profite un peu d'une autre chose, non? Il a sa famille, il a une belle vie,
sais pas, il peut encore, avec son académie, il peut encore être à côté de quelqu'un qui joue. Je ne crois pas qu'il sera un entraîneur, parce que quelqu'un comme lui, il ne va pas devenir entraîneur. Mais c'est des étapes dans la vie. Et c'est la fin, c'est normal. Pourquoi il ne deviendrait pas un entraîneur? Parce qu'il était trop fort pour devenir un entraîneur. Pour lui, tout le monde doit être nul. Non, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il doit faire? Je sais pas parce que je trouve qu'il a toujours marqué tellement de respect vis-à-vis de ses adversaires. Il les a toujours estimés. Je sais pas s'il voyait les autres comme nuls. Non, 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 non. Sûrement non, parce qu'il est très respectueux avec tout le monde. Mais les grands joueurs, disons presque tous les top 10, c'est des gens aussi avec un ego Oui. énorme. Et puis te mettre derrière un joueur et accepter beaucoup de choses, je crois que c'est trop difficile pour eux. Pourtant, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont des très bons coachs, à commencer par Juan Carlos Ferrero, par exemple. Par qui? Ferrero, Juan Oui, Carras. ouais, ouais, mais lui, vraiment, il a aussi une académie. Et lui, il a commencé avec Alcaraz. Ils sont en relation paternelle. C'est une relation très spéciale qu'ils sont tous les deux. Mais et Ferrero, il a une personnalité aussi. Il est très humble, il est très, très modeste. Il est bien. Il est bien. Nadal, il était une superstar. Ferrero, il n'était pas à l'auteur des Nadal. Et Federer, Nadal, Non. Djokovic. Borg, Bilas, McEnroe, c'est des gens qui, je ne les vois pas comme entraîneurs. C'est pas. Peut-être oui, hein, mais moi je ne les vois pas. Moi je me souviens qu'il y a beaucoup de cas des gens qui ont essayé, mais moi j'ai parlé avec les joueurs qui s'est fait entraîner par ces joueurs-là, et c'est des gens qui parlent parce que moi, j'ai fait ça, oui, oui, d'accord, mais moi, j'ai fait quoi? Non, parce que moi, c'est toujours comme ça. Et alors, c'est très compliqué. Mais comment tu peux rater cette balle-là? Parce que moi, je la ratais pas, moi, j'ai fait ça, fait ces services volés, j'ai attaqué ici. Oui, mais toi, c'est une chose, c'est moi, comment j'ai fait? C'est compliqué. Vous connaissez bien Rafael Nadal? Vous l'avez côtoyé? Ouais, je le connais bien parce que à l'époque, ça fait beaucoup de temps. J'ai entraîné un junior et Rafa, il avait 16 ans et mon junior, il avait 17 ans. Et non, pardon, Rafa avait 15 et mon junior, il avait 16 ans. Mais mon junior était 3 mondial. Et, et alors, Rafa, il ne jouait pas les circuits juniors, mais il voulait jouer Wimbledon. Alors, il est arrivé avec Carlos Costa à Wimbledon et il connaissait personne parce que comme il ne jouait pas chez les juniors, et moi, je connaissais Carlos parce que c'est mon club. Et, et puis, bon, il est venu, il m'a dit, écoute, il est venu avec son oncle aussi, écoute, aide-lui à trouver des gens pour entraîner, comme ça. Ouais, 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 ouais. Et à l'époque, moi, j'étais avec deux joueurs à Wimbledon. J'étais avec Brian Daboul, qui était numéro 1 mondial, et était avec Lamine, qui était numéro 3 mondial. Et puis, bon, d'accord. Et tout le monde savait qu'il jouait super bien, mais alors, tirage au sort, premier tour, il n'était pas tête de série, il était wildcard. Premier tour, Brian Dawood. Brian Dawood, il était numéro 1 mondial. On a dit, oh là là. Bien sûr, qui gagne? Nadal. Alors Brian, oh, j'ai mal joué. Moi, je dis, non, t'as pas mal joué. C'est l'autre qui a super bien joué. Et puis on continue, on continue, on continue. Et en demi-finale, il y a Lamine qui joue contre Nadal. Et tous les deux avaient un contrat avec Nike. Et alors on arrive, on s'échauffe. Moi, je me chauffe avec Lamine, bien sûr. Nadal, il fait son truc. On arrive sur le terrain et tous les gens de Nike, ils étaient du côté Nadal. Et Lamine, il était vraiment fâché. Alors il arrive à côté de moi, il m'a dit, aujourd'hui, je veux mourir sur le terrain, mais j'ai toujours que je lui bats parce que je déteste que tous les gens de Nike, ils croient beaucoup plus à lui qu'à moi. J'ai dit, ok. Et il lui a battu. Il a battu Nadal en demi-finale 7-5, 6-3. Et Nadal, il était furieux, vraiment. Il l'a félicité, bien sûr, mais il n'a jamais oublié ça. Parce qu'il voulait gagner Wimbledon Junior.
Et, et bon, c'est une anecdote qui est... Oui, oui. Ouais. Toi, Philippe, tu penses que c'est la référence au niveau mental, Rafael Nadal? Alors, c'est difficile. Il y a Djokovic et Federer, évidemment, qui sont. Ils ont des styles différents, mais on ne peut pas dire que Federer était plus faible mentalement que Nadal ou que Djokovic est plus faible. Quand tu vois comment dirais-je, les résultats de Djokovic, je veux dire, il faut être absolument monstrueux mentalement pour accomplir ce qu'il a réalisé. Euh, mais dans le style, je pense que probablement il était, oui, tous les quatre très très forts, mais peut-être. Je pense souvent, c'est les retournements de situation incroyables qu'il a, je trouve, moi, qui a marqué un peu l'histoire du jeu avec Nadal. Mais est-ce que Nadal était plus fort mentalement que Djoko? Je sais pas, c'est une question compliquée, ça, tu réponds. Ils se sont aidés hein, entre les Ouais, ouais, ils trois. se Parce que sont. vraiment, c'est à cause des autres qu'ils étaient obligés Ouais, à maintenir un certain niveau. Parce qu'on parle d'une époque qui avait Del Potro, Andy Murray, Nalbandian, que c'était des joueurs exceptionnels. exceptionnel, ouais. Ouais, Exceptionnels, vraiment. Mais on les voyait comme joueurs ouais, ouais, moyen. ouais, ils sont deuxième division. Et c'est incroyable. Je crois que maintenant, on n'a pas le même niveau. Vraiment, aujourd'hui, oui, on a Alcaraz, on a Sinner, qui sont un peu décalés par respect aux autres, mais tous les restes, c'est des joueurs qui, bon, Medvedev, il est très fort, Tsitsipas, c'est des bons joueurs, mais c'est pas la même chose. Non, et c'est des joueurs, on les voit quand même ici, là, dans les dernières semaines. On a vu Zverev quand même vraiment se fâcher fort sur l'arbitre. On a vu Medvedev le faire aussi. Je veux dire, Djokovic, il l'a fait plusieurs fois aussi. Euh, mais pour revenir sur cette nouvelle génération, on a vu Tiafoe aussi complètement fissuré et insulter l'arbitre violemment. Je veux dire, on n'a jamais vu ça avec Nadal. Nadal, en 20 ans, il n'y a pas une image, il n'y a pas un match, il n'y a pas un moment où tu vas pouvoir lui dire, tiens, ça c'est quand même pas très gentleman ce que tu as fait, Rafa. Non, moi c'est ça où je trouve qu'il est hors norme. Ça veut dire Il a joué blessé, avec douleur, et il n'a jamais perdu la tête. non, Et ça, c'est quelque chose jamais d'incroyable. et jamais trouvé d'excuses, jamais. Là, les autres ils font pas ça. Les autres ils font pas ça. Les autres, dès que la porte s'ouvre un peu, ils s'échappent et ils trouvent des excuses pour perdre un tout petit peu leur sang-froid, je veux dire, hein, ou pour s'énerver, quoi. Mais pas spécialement pour lâcher le match, mais pour avoir des attitudes qui sont pas aussi glorieuses que Nadal. Et moi, je retiens ça de Rafael Nadal. C'est un exemple. Il a été un exemple pendant 20 ans, 22 ans, toutes les années il l'a joué. Il a été absolument, absolument héroïque dans ce domaine-là. Et c'était quelqu'un bien entouré par la famille. C'était quelqu'un qui a entraîné avec son oncle. Son oncle aussi, il y avait un pouvoir sur lui parce que c'était son oncle, que peut-être un entraîneur, il n'aurait pas eu. Son oncle, il ne pouvait pas se faire virer. Et disons que il avait un extra. Parce que moi, je me souviens, à l'époque, quand il était junior, son oncle, il parlait avec lui, il était très sévère avec Nadal. Très, très, très sévère. Et je me demande si un joueur maintenant de cette génération, il Accepterait serait ça. capable Ouais. d'accepter ça. Peut-être oui, de son oncle ou de son père, mais peut-être après, ses parents pourraient être accusés tu Ouais. vois, d'être un peu exagérés avec la méthode, non? Parce que maintenant, tout est beaucoup plus faible. Disons que les entraîneurs étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus sévères, et dans un extrême. Moi, je me souviens, une fois, j'étais en République tchèque dans un tournoi, je ne me souviens pas. Et il y avait mis des séparations pour laisser les entraîneurs s'asseoir avec les joueuses avant les matchs. C'était à côté du vestiaire. Et bon, je rentre comme ça, mais on passait à côté et on voyait les petits box qu'on avait, non? Et je me souviens de Hanna Mandlikova, tu te souviens? Oui, bien sûr. Qu'elle avait perdu, et moi je passe à côté et je vois l'entraîneur qui la tape comme ça.
jamais comme ça. Et moi j'étais un peu étonné, mais après, il parlait comme si c'était normal. Ouais. Et à l'époque, c'était peut-être accepté. Si maintenant tu fais quelque chose pareil, tu pars en prison. Tu n'entraînes plus jamais personne. Et je ne suis pas d'accord avec ça, non, mais disons que c'était des méthodes un peu brusques, surtout avec des gens de l'Est. C'est d'accepter n'importe quoi. C'est l'entraîneur de Rybakina qui était un peu rude comme ça, non? Ouais, je le connais bien parce que je l'ai entraîné. Et c'était un bon gamin. Quand il est venu, moi j'avais une académie à Barcelone avec des joueurs, petites, avec 14 joueurs, mais d'un bon niveau. Et il voulait s'entraîner avec nous, mais il n'avait pas le niveau. Et alors, il a insisté avec sa mère qui est venue me voir. Et c'était très gentil, vraiment. Mais il était un personnage, il était très spécial. Et après, avec la fille, moi, je voyais que c'était une relation avec... lui, il avait une façon de parler avec elle qui était très autoritaire, non? Un peu Oui. extrême. Après, moi, je ne comprends pas le langage, enfin, je ne sais pas la langue qu'il parlait, donc j'ai jamais compris le sens du message ou les propos, mais c'était de loin, c'était très autoritaire. Ouais. Et beaucoup d'informations. Il parlait tout le temps, systématiquement, à chaque frappe. Vraiment elle était elle a dans tout fait. C'était... un couvercle, vraiment un couvercle sur la tête. Ouais. Est-ce que vous Mais pensez que c'est enfin, pour ça? Mais ça a fonctionné. Voilà. Pendant quelques temps, ça a bien fonctionné. Hein. C'est ce que je voulais Il a dire. eu des très bons résultats. Ouais. Vous pensez que c'est pour ça que Rybakina a décidé de se séparer de lui, ou c'est pour ça qu'elle elle est quand même un peu moins bien cette année? Elle a eu pas mal de soucis de santé. Est-ce que tout le monde se demande s'il peut y avoir un lien? Pour la situation, mais je crois que c'est le contraire. Je crois que lui, il était accusé par la WTA. Et justement, Rybakina, elle a fait un peu... Elle l'a défendu. Oui, elle s'est mise à côté de lui. Et c'est pour ça qu'il a pu jouer maintenant le tournoi comme une espèce de revanche contre la WTA, comme dire, moi je suis à côté de lui. Ah oui, c'est ça, tu penses? Je crois, hein. Wow. Je crois. Ok. Je crois. Je sais pas, je suis pas sûr parce que je connais pas trop. J'ai demandé à la WTA, mais il part pas. Et on m'a demandé parce qu'il savait que moi je l'avais entraîné, c'est des garçons. Mais moi, j'ai rien dit non plus parce que comme je ne connais pas la situation, je ne veux pas non plus commencer à parler et détruire l'image de lui parce que vraiment, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi il était, je sais pas. Mais il a l'accès interdit maintenant dans les tournois. Oui, c'est ce que j'ai lu, comme tout le monde. J'ai pas plus d'infos non plus. Je ne sais pas ce qu'il a fait. On arrive bientôt à 1 heure, donc je ne vais pas tenir votre temps plus longtemps, mais j'ai encore 2 petites choses que je voulais évoquer avec vous. La première, c'est parce que vous avez parlé de Nadal, je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Mats Wilander a expliqué? Selon lui, en voyant la finale de Pékin entre Sinner et Alcaraz, on est vraiment encore dans une autre dimension et ils sont capables d'être encore plus forts que le Big Three. J'aimerais avoir votre avis sur la question. C'est sûr qu'Alcaraz, aujourd'hui, il fait plus de choses que Nadal à son âge. Alcaraz, il est terriblement offensif. Il est aussi fort en défense qu'il est en attaque. Il est capable de faire service volé, il est capable de faire un tas de choses. Il est très complet. Nadal, il avait une filière de jeu. Et donc, quand Nadal jouait, on savait ce que ça allait poncer pendant des heures et des heures et des heures. Là où Alcaraz, il amène de la créativité et Sinner aussi. Je pense que, je ne sais pas si c'est une autre dimension, enfin, c'est mon avis, je ne sais pas si c'est une autre dimension, mais c'est un tennis qui est plus offensif, qui est plus créatif et qui est peut-être plus agréable à regarder. Maintenant, il ne faut pas oublier que les gars, ils ont gagné 20 grands chelems. Et alors peut-être que le tennis Nadal n'était pas aussi développé de celui d'Alcaraz, il n'en est toujours qu'à 5. Et donc pour pouvoir arriver à la cheville de Nadal, même si le style est différent, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de travail, à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est quoi ton avis, toi? Bien sûr que maintenant,
la dispute pour le numéro 1 va être, à mon avis, entre Alcaraz et Sinner. Et c'est un beau tennis. Moi, j'adore Alcaraz. J'aime bien la façon qu'il a. Il a cette sourire toujours. On Il dirait joue. qu'il s'amuse. Il joue le jeu de tennis. C'est pas seulement les combats. Il s'amuse à jouer, mais pour arriver à l'auteur de Nadal, il manque encore des années, beaucoup de travail, et la consistance de Nadal. La consistance. Et vraiment, cette année, quand j'ai vu quand il est rentré dans les centrales, dans les Philippe Chatrier à Roland, c'est chez lui. Hein. C'est quelqu'un qui a gagné toutes les fois qu'il a gagné à Roland. Il a gagné combien de fois? 14 fois? 14 fois. C'est quelque chose d'incroyable. 14 Avant, fois. on parlait des Björn Borg qui avait gagné quoi? 4 fois? 5? Et c'était déjà quelque chose 5, je pense, d'impressionnant. On parlait des Agassi, on parlait des Sampras. Maintenant, on parle de quelqu'un qui a gagné 14 fois Roland Garros. Monte-Carlo, Rome, Barcelone, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un d'une autre planète. Oui, et c'est là où je trouve que c'est difficile. Mats Wilander, il a probablement raison, mais j'aime bien le mot, tu as utilisé le mot consistance. C'est que ce que Nadal a été capable de faire chaque année, chaque mois, chaque semaine, c'est quand même quelque chose qui est absolument exceptionnel. Donc, je ne sais pas s'ils vont, Alcaraz et Sinner, amener le tennis dans une autre dimension, parce que il faut définir la notion de dimension, en fait. Ouais. C'est ça. C'est là il faudrait lui demander qu'est-ce qu'il met là dans le mot. Ouais, c'est un jeu très intéressant, c'est un jeu vraiment différent parce que c'est créatif, c'est joli à regarder, mais on verra avec le temps s'il est capable de faire la moitié des choses qu'il a fait. Il parlait surtout du niveau de jeu de cette finale, qui pouvait déjà être presque supérieur au niveau de jeu de certaines finales de Rafa et de Roger. Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui, certainement. Oui, mais ça, c'est sûr. Hein, mais chaque fois, d'ailleurs, qu'il se joue, c'est toujours des matchs qui sont absolument dantesques. Et la rivalité, elle va s'accentuer avec le temps et les matchs vont être toujours probablement magnifiques à regarder. Parce qu'il y a là aussi une petite opposition de style quand même. Ouais. Et c'est ce qu'on aime aussi. La personnalité est différente, le jeu est différent. Donc on va retrouver ça. Mais moi, je peux t'en sortir des finales Federer-Nadal à Wimbledon, à Roland, à l'US, où pendant 5 heures, ils se sont matraqués la tête et ça a été exceptionnel. Donc, Il y a des matchs, il y a une demi-finale Verdasco-Nadal en ah oui, Australie. le 5-7, oui, oui. Que c'est Probablement des plus beaux matchs de l'histoire. C'est un des plus. C'est incroyable. Les rythmes, l'intensité de jeu, moi, j'avais jamais vu. Non. Je crois que j'ai jamais vu quelque chose pareil. Je crois que Verdasco, de sa vie, n'a plus jamais joué ce Non, niveau-là et il n'a non. pas réussi à s'en sortir. S'il y a un match à regarder, il faut aller voir ce match-là. Ouais. Il est dans mon top 2, top 3 de. À mon avis, c'est mon préféré. Ouais. Mais on verra Alcaraz-Sinner et on verra ce qui se passe avec Sinner maintenant. Hein. Oui. Oui, parce qu'on raconte qu'il va quand même prendre les 2 ans. Hein. C'est ce qu'il raconte, c'est ce qui se raconte dans les couloirs, quoi. Donc, oui. il ne pourra pas y échapper. Ça risque d'être une vraie catastrophe quand même. Ouais, très mauvais pour le tennis. Ah oui, oui. Très mauvais pour le tennis. Parce que maintenant, on a besoin des idoles un peu. Parce qu'on a perdu Federer, on a perdu Nadal, Djokovic, il n'est pas le même. Alors maintenant, cette rivalité entre Sinner et Alcaraz, ça peut donner quelque chose. Mais si Sinner maintenant vient condamner, ça va être pas trop joli. Hein. L'image pas trop bien pour le tennis. Vous pensez que c'est possible qu'il soit suspendu? Ouais. Ouais, c'est dommage parce que vraiment c'est un garçon vraiment sympa, mais bon, s'il s'est trompé, je sais pas ce que c'est vraiment. Ils m'ont expliqué bien, même lui il m'a expliqué, mais c'est difficile à croire que c'était une crème que les masseurs ont mis et lui il avait une blessure que peut-être ça rentrait à travers la blessure. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais bon. Si c'est comme ça, bon, il faut le punir, c'est pas.
Ah, bien sûr, Enfin, s'il a triché, il faut le punir. ouais, il l'a pas fait exprès, mais bon, difficile à croire. Ouais. J'ai une toute dernière question pour vous, hem, pour Martin, par rapport au jeu de Diane Paris et à ce revers à une main qui est tellement rare sur le circuit. C'est quelque chose, qui, doit être quand même différent à coacher, un revers à une main. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que, vous pouvez nous parler de la difficulté? Parce qu'elle a commencé à 2 mains en plus, puis elle est passée à une main. Ça devient de plus en plus rare parce que c'est plus difficile. Le revirement est très très beau, mais c'est compliqué de jouer en main. C'est compliqué surtout pour les retours. Hum, euh, elle a appris à bien bloquer la balle, à jouer un peu slice, mais vraiment, si on joue sur une surface un peu rapide, et il y a quelqu'un qui sert vraiment bien, vraiment fort, elle, elle a des difficultés. Mais bon, on commence, il faut beaucoup travailler parce qu'on perd, très souvent on perd la distance parce que comme elle fait slice, qu'on prend la balle beaucoup plus tard que quand on tape la balle avec les bras beaucoup plus devant. Mais tu vois que tu fais de la technique. Oui, un peu. Mais alors, il faut beaucoup travailler. Et dès qu'on s'habitue à trop slicer, après, on ne trouve jamais les moments de taper. Alors, on commence à faire ça et on commence à reculer, à reculer, à reculer. On est complètement perdu. Alors, il faut insister à continuer à varier slice et puis la balle à plat ou lifté. Si elle a un peu de temps, ça va. Quand elle joue contre une de ces filles qui tape très très fort, disons Sabalenka, ou des filles qui jouent très très fort, vraiment, c'est beaucoup plus difficile pour Diane de pouvoir taper la balle. Si elle a le temps, maintenant, elle le fait bien. Mais bon, c'est beau. Des fois, on rigole et quand on fait des retours, elle fait des retours à deux mains. Et tous les matchs, elle fait un point avec un revers à deux mains. Tous les matchs. Elle fait un petit lob ou un petit passing parce qu'elle s'amuse à faire ça. Et elle est contente. Mais regarde, c'est une blague entre nous. C'est chouette. Moi, je vais regarder la prochaine fois, voir quand elle fait son petit revers à Tous deux les mains. matchs, elle fait un petit revers comme ça à deux mains ou un petit lob ou quelque chose. Mais elle m'a dit plusieurs fois, et si j'ai fait les retours à deux mains et après j'ai joué à main? J'ai dit, écoute, continue comme ça. Et ça, ce serait pas une option? Non, impossible pour toi. C'est très difficile. Mais Mais elle sait le faire? elle sait le faire. Ouais, parce qu'elle jouait jusqu'à 13 ans, elle jouait à deux mains. Mais moi, je ne la connaissais pas. Mais apparemment, son revers à deux mains était nul. Ah oui, c'est pour ça qu'ils l'ont Et changé. c'est pour ça qu'elle a changé. Maintenant, un retour, c'est pas vraiment un revers, c'est juste le fait de Ouais, bloquer. tu bloques comme Ouais. ça. Elle les fait. Elle les fait parce que quand elle reçoit un smash, par exemple, elle bloque à deux mains et après elle joue. C'est pour ça que je t'ai dit que des lobes, il y a beaucoup de fois qu'elle fait un petit lob à deux mains. Quand elle D'accord. arrive très forcée, elle fait comme ça. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Moi, je tenterais la J'ai piste fait quand à même, deux non? mains comme ça. Mais dans cette situation extrême, c'est pas que tu t'entraînes pour faire ça. Mais pour l'instant, on le laisse comme ça. Moi, je trouve qu'elle va, elle va Toi, trouver. Philippe, c'est quelque chose que tu encouragerais dans ton école de partir à une main dès le plus jeune âge? Partir à deux mains dès le plus jeune âge. Oui, mais tu voudrais pas apprendre aux jeunes à jouer davantage à une main? C'est toujours la grosse question, mais quand on voit quand même l'histoire du jeu, tu vois, Federer, Nadal, ok, ben Federer, il avait un revers à une main, Stan Wawrinka, revers à une main, Thiem, revers à une main, Gasquet, revers à une main, chez les filles, Justine Henin, revers à une main, Steffi Graf, revers à une main, Ça va t'aider. Sabatini, revers à une main, Mauresmo, revers à une main. Il y a autant de bons joueurs à deux mains qu'à une main. Alors je sais que maintenant ça sort et que les statistiques montrent que probablement le revers à deux mains est plus efficace, notamment sur le retour de service, parce que le jeu est plus puissant, blablabla. Bla bla. Cela dit, pour l'instant, rien ne montre que le revers à une main est un énorme désavantage. Il l'est dans certaines conditions, mais on voit quand même que beaucoup de filles et d'hommes ont fait des choses exceptionnelles avec un revers à une main. Donc moi, je pense que c'est très personnel. Si maintenant j'ai un petit qui est
aussi bon à une main qu'à deux mains. Je pense que je le mettrai sur les deux mains parce que le retour, surtout chez les filles, le retour est le coup le plus important chez les filles. Ça, c'est le numéro un. Et donc, si tu n'es pas capable de retourner correctement dans le coup qui est le plus important dans le tennis féminin, c'est un gros inconvénient. Donc voilà, mais je laisserai, je laisserai le joueur se développer, tu vois. Et puis, je veux dire, j'ai oublié Ashley Barty. Je veux dire, son slice, elle avait un revers à deux mains, mais je veux dire, elle slicé 80% du temps, elle sliçait en revers, et c'est comme ça qu'elle a réussi à faire la carrière qu'elle a fait, parce qu'elle avait une maîtrise de son slice à une main qui était exceptionnelle. Oui, parce que vraiment, les joueurs à deux mains, normalement, ils n'utilisent pas trop le slice. Quand on joue à une main, on est obligé à utiliser le slice parce qu'on n'arrive pas. Alors, on n'arrive pas à taper chaque fois la balle. Et ça, c'est un avantage. Oui. Ouais. Juste. Pete Sampras, j'ai oublié. Pete Sampras, il n'était pas mauvais. Ouais. Schiavone. Schiavone, revers à une main. Schiavone. Ce sera le quiz pour la prochaine fois, ça. Voilà. Citer le maximum de joueurs à une main. Exactement. Bon, je pourrais vous écouter parler encore pendant des heures. C'est super intéressant de vous entendre tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté, Martine, de venir à mon micro, au micro de Phil, sans me connaître. Merci pour la confiance. Et Merci. j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser la prochaine fois, pour du vrai. Bien sûr, bien sûr. Oui, quand vous voulez. Moi, je suis prêt toujours. On a beaucoup de temps quand on est dans les tournois, spécialement quand on est ici au Japon ou en Chine. On n'a rien à faire. Alors, on peut parler. Parler de tennis, pour nous, c'est toujours important. Ah ben c'est super, c'est super. Merci beaucoup, Phil, d'avoir amené Martin. Merci. C'était une belle rencontre. Je vous souhaite donc maintenant, c'est quoi le programme? Vous êtes au Japon pour le tournoi d'Osaka. La bonne nouvelle, c'est que Kate Minen, elle est rentrée. Elle est rentrée aujourd'hui comme dernière entrante dans le tableau, donc c'est bien. Il faudra pas se taper les qualifs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ben, on a tous les deux le même objectif, c'est d'avoir une joueuse qui va le plus loin possible. Et après, pour nous, c'est pas fini. On va à Guangzhou pour le dernier. Et l'année passée, on a perdu contre elle. Ah oui, elles se sont jouées l'année passée à Guangzhou. Elle nous a battu fort. Il a bien joué, gars.